J'en profite pour présenter rapidement le site de Marseille. Donc à Marseille, dans le 13e arrondissement, l'idée était de reprendre toute une rue, la rue de la Morelle, qui longe une sorte de friche qui a vu le jour après la démolition du quartier du Petit Séminaire, une friche qui est même devenue une sorte de décharge à ciel ouvert. Le tout dans un contexte topographique et hydraulique assez complexe, puisque cette rue est une voie inondable entre le plateau de Saint-Julien et la vallée du Jarret. Il était attendu des concepteurs une approche paysagère forte, adaptée à cette question de la gestion des eaux pluviales, de valoriser et préserver l'écosystème local, d'offrir des espaces publics de qualité pour renforcer la cohésion spatiale et sociale. L'ambition étant de réaliser une rue végétale susceptible de devenir une référence en termes d'adaptation au changement climatique pour les villes méditerranéennes. Bref, redessiner tout un paysage et fédérer les usages pour transformer durablement ces espaces verts qui étaient pour l'instant un peu résiduels et délaissés. C'est Claire Gauthier qui prend la parole en premier, agence Foléa Gauthier. Alors, ça marche pas, oui. Si vous approchez. Alors, en fait, dans ce petit propos en fait, sur ce projet, oui, voilà, ça marche. Je voulais d'abord vous parler en fait de l'enthousiasme avec lequel on a abordé finalement ce projet. Voilà. Alors, il y avait deux raisons à cet enthousiasme premier. La première, c'est d'abord la qualité des paysages de Marseille et du vallon du Petit Séminaire. C'est d'abord ça, en fait. On était dans un site où on avait à travailler en fait sur une unité géographique, donc un bassin versant, avec un fond de vallon, avec des pentes, avec des crêtes, avec des horizons lointains sur le massif de l'Étoile. Donc quelque chose d'assez extraordinaire, une végétation très, très forte qui témoigne en fait d'un climat bien particulier méditerranéen. C'était aussi un paysage en fait urbain, avec de nombreux quartiers, une imbrication en fait d'ensembles, de grands ensembles, mais aussi de petits quartiers pavillonnaires imbriqués les uns dans les autres, qui tournaient tout autour dans ce bassin versant. Et puis c'était aussi un paysage vivant, parce qu'il y avait des habitants qui nous ont parlé, qui nous ont expliqué comment ils vivaient là, quelles étaient leurs activités, quelles étaient leurs vies et leurs besoins sur ces territoires. Et puis la deuxième raison enthousiasmante, c'est qu'on n'était pas là, on n'était pas les premiers à travailler finalement sur ce territoire. Il y avait déjà, il y a 50 ans en fait, à la fin des années 70, une étude qui avait été menée, enfin un projet qui avait été mené par une équipe d'architectes et de sociologues, et qui s'était lancé dans l'aventure en fait de la rénovation, d'une première rénovation de ces quartiers. Et dans leur démarche, la démarche très particulière qu'ils avaient, c'était non pas d'avoir un projet fini, voilà, présenter un projet fini, mais d'avoir une programmation continue. C'est-à-dire que finalement, le projet était toujours en route. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à travailler, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils étaient là en train de se dire, bon ben voilà, on va avancer avec les habitants pour construire en fait le projet. Et ils ont travaillé comme ça pendant 10 ans. Et alors, nous qui, depuis 30 ans, travaillons sur l'idée que le paysage est une notion, est une discipline transversale qui couvre tous les champs d'action. Et que, en plus, que le paysage n'est pas quelque chose de fini, mais un processus, un chemin. Alors là, on était ravis. On avait les deux possibilités. Ça y est, on pouvait véritablement travailler. Donc, on s'est lancé. Et je ne vais pas vous raconter le projet parce que ce n'est pas l'objet, mais je vais vous raconter un peu la méthode. En fait, on s'est lancé dans ce travail en se disant, en commençant par les logements. On est allé à l'intérieur des logements. Frédéric Bonnet en parlait tout à l'heure, en fait, de cette condition en fait, dans les logements. Avant de commencer cette idée de parc, il fallait savoir où habitaient les gens, dans quelles conditions ils habitaient. Parce que notre programme, il prévoyait de mettre 140 logements. Mais 140 logements en plus, si on ne s'intéressait pas déjà aux logements qui préexistaient, ça n'avait pas de valeur. Il fallait qu'on commence d'abord par le logement, il fallait qu'on voit dans quelles conditions les gens allaient, et ensuite, du coup,
il fallait aussi se dire, finalement, les rez-de-chaussée, comment est-ce qu'on accède finalement à leur logement? Est-ce que les entrées sont du bon côté? En fait, il s'avérait que les entrées, par rapport au parc, étaient à l'inverse. Il fallait sans doute, effectivement, proposer un retournement des halls d'entrée. Et puis, on s'est posé la question aussi de ces fameux rez-de-chaussée qui sont souvent abandonnés, en fait, et de dire que finalement, il y avait peut-être un certain nombre d'équipements qui pouvaient s'installer au pied de ces rez-de-chaussée, des équipements qui manquent en faveur des femmes, pour les crèches, mais aussi des garages solidaires, en fait, qui pouvaient être comme ça, créer finalement une animation sur les rez-de-chaussée et recréer finalement un vis-à-vis avec l'espace public. Voilà. Et de là on s'est dit, finalement, il y a la route, elle passe au plein milieu, dans le Talweg, là où l'eau doit normalement s'infiltrer. Là, il y avait un ruban de bitume. Donc, on a dit, non, l'eau, la route, il faut qu'elle se mette près des habitations, que la route devienne une rue. Donc, on a déplacé la route pour recréer finalement au centre un Talweg, un oued, en fait, capable en fait de capter finalement l'ensemble de ces eaux diluviennes qui de plus en plus apparaît à Marseille en fait. Et puis, de là, on a travaillé finalement les terrasses aussi, parce que les terrasses, les pentes, en fait, aujourd'hui, c'est des pentes qui ruissellent, en fait, finalement, Et donc, on a reconstitué, en fait, l'idée, c'était de reconstituer les terrasses pour recréer des sols fertiles, qui permettent, en fait, d'accueillir une végétation, laquelle végétation, elle, va créer, en fait, l'effet de canopée, parce qu'ayant travaillé les sols, les épaisseurs de sol, diminuer les effets de ruissellement, on pouvait planter, créer en fait cette canopée qui elle-même en fait baissait la température, la température. Et puis de cette végétation, on a aussi travaillé avec les habitants, parce que très souvent finalement l'idée à travers des discussions qu'on a pu avoir, c'est que la végétation, elle était nutritive en fait, c'était lié à l'alimentation. On mangeait les figues, on mangeait les amandes sur place, on allait chercher du romarin. Et donc, on s'est dit, mais finalement, ce parc, en fait, il pourrait être un formidable moteur pour une économie locale en développant effectivement de la production locale. Mais du coup, il fallait des locaux pour transformer en fait tous ces produits, pour faire ces confitures. Et puis, il fallait des cuisines aussi collectives, une épicerie solidaire et ainsi de suite, un marché. Bref, on créait toute une économie. Et j'en finis parce que je sais que donc tout ça en fait c'est tout un système qui a une logique où on voit en fait où tout est pris en compte. Et je finirai quand même par simplement une déception, non pas la déception de ne pas avoir été pris, ça c'est le lot de il y a 2 sur 3 qui ne sont pas pris, ça c'est on le sait au départ, c'est pas le problème. La déception en fait elle était dans le contrat passé à la maîtrise d'œuvre. Le contrat qui est passé à la maîtrise d'œuvre aujourd'hui, en fait, la maîtrise d'œuvre lauréate, est un contrat extrêmement réducteur par rapport à tout ce que je vous ai dit, en fait, qui nécessite, on a parlé tout à l'heure dans l'équipe précédente, du temps long du projet urbain ou du projet de paysage. Eh bien, on voit bien qu'en fait, là, le contrat qui est passé, qui est un contrat de maîtrise d'œuvre extrêmement classique sur un périmètre donné, avec une durée de 4 ans. Mais comment voulez-vous vous attaquer à un problème aussi complexe que ces territoires en 4 ans? On a à peine le temps, effectivement, de dessiner le parc. Donc, je pense, et je finis là-dessus, et j'en profite parce que là, on est avec les gens du ministère et tout. Et je pense qu'il faut absolument faire évoluer la commande publique pour les projets urbains et les projets de paysage. La commande actuelle, en fait, de la maîtrise d'œuvre classique n'est pas du tout adaptée. Monsieur Rossi. Merci beaucoup, Claire Gauthier. Nadia Herbretot et Hugo Martin de l'agence ILEX. Et Hugo Martin, vous prenez la parole en premier, vous êtes historien de l'art et vous aviez envie de rappeler à quel point quand même le paysage a longtemps été le parent pauvre de la commande urbanistique. Ça va fonctionner. Ouais. Oui, merci. La table ronde précédente a beaucoup parlé d'héritage et en effet, nous, on est parti d'un film qui date de 1962
dans lequel Chris Marker et Pierre Lhomme filment dans le Joli Mai le premier printemps de paix que Paris goûte depuis longtemps. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'après avoir longtemps montré les taudis du centre de Paris, notamment la rue Mouffetard, la caméra filme la cité de l'Abreuvoir à Bobigny, ces logements qui sont à l'époque bien plus confortables et son horizon dégagé. Et revenant dans le vieux Paris, le narrateur Yves Montand dit « Même si les névroses de la solitude à 1000 fenêtres, même si ce qu'on a dû baptiser la pathologie des grands ensembles n'arrive pas à nous faire regretter les taudis originels, on sait du moins qu'ici, il y avait place pour le bonheur. » Et la caméra revient ensuite à Bobigny, et là, on ne sait pas. Et 60 ans plus tard, on s'est posé la question comment répondre en architecte paysagiste à cette interrogation qui semblait déjà à l'époque résignée. Comment proposer pour qu'il y ait place pour le bonheur dans les grands ensembles sans l'arrogance de ceux qui connaissent aujourd'hui la suite de l'histoire. Alors 1945 voit s'institutionnaliser la profession de paysagiste à l'école d'horticulture de Versailles, soulignant, comme le dit Bernadette Blanchon, l'expression politique du désir de donner un rôle aux paysagistes dans le rétablissement de la France. Et pourtant, les premiers grands ensembles qui se construisent à cette époque ne semblent pas faire montre d'une réelle dimension paysagère. Comme elle le montre, les paysagistes ne sont associés ni au travail de plan de masse, ni à l'interprétation de la commande, souvent réduite à une injonction du type « arrangez-nous ça ». Leur travail, en fait, consiste surtout à adapter à l'échelle du grand ensemble les pratiques d'aménagement de squares et de parcs, parce que, effectivement, le nouage entre paysage et logement social est bien plus ancien, et se tisse notamment dans les cités-jardins du début du XXe siècle. Et si on remonte encore d'une ou deux générations avant, les parcs urbains contemporains se voient souvent comme la survivance lointaine de ceux imaginés sous le Second Empire, à une époque où Proudhon pouvait dire que nous avons la France à transformer en un vaste jardin. Alors, des parcs urbains du XIXe siècle, nous avons retenu le caractère à la fois monumental, la considération pour la topographie et la diversité des sociabilités qu'ils invitent. Des cités-jardins de l'entre-deux-guerres, nous avons retenu le jardin comme apprentissage et lieu d'expérimentation, la considération pour les éléments naturels et quand même la leçon politique d'une loi, celle sur les cités-jardins, dont l'esprit s'interprète à chaque fois en fonction du terrain. Chacune de ces époques, elle peut être vue justement, comme on parlait d'héritage, comme un réservoir d'expérience, comme un trésor d'expérimentation, dont certaines justement peuvent aujourd'hui être relancées, puisque au fur et à mesure des années 50 et 60, les paysagistes seront de plus en plus impliqués en amont sur les chantiers des grands ensembles, particulièrement participant notamment à l'implantation des bâtiments, et c'est alors que vont naître de vraies compositions paysagères dans les grands ensembles qui mettront en valeur le relief et les usages existants. Bref, à la lumière de cette histoire paysagère qu'on a voulu retracer dans le manifeste, on s'est dit qu'on pouvait déplacer le regard pour observer ce qui manque à nos villes contemporaines de plus en plus caniculaires et ce qui fait l'une des valeurs, l'un des héritages insoupçonnés des grands ensembles, leurs grands espaces et leurs sols souvent fertiles liés à leur passé agricole, moins pollués qu'une friche industrielle, dont la richesse en dormance ne demande qu'à être réactivée sous la couche d'enrobé qu'il a paradoxalement protégée. Or, à l'égard du paysage, la politique contemporaine de la ville, la politique de résidentialisation, a morcelé les plans masse originels et a sectionné de grands espaces verts, et donc on s'est posé la question, en parallèle de l'ambition d'implanter dans ces quartiers prioritaires de la ville les équipements, les transports, les commerces qui leur ont longtemps manqué pour conférer à ces quartiers une apparence de ville et d'urbanité, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'y implanter ce qui, depuis le XIXe siècle au moins, contribue à façonner l'image d'une ville, c'est-à-dire un grand parc? Merci beaucoup, Nadia Herbreteau, oui, pour cette histoire express. Bravo. En 3 minutes. Nadia Herbreteau. Effectivement, après cette histoire pour les nuls en 3 minutes, c'est bien effectivement le challenge que notre équipe a tenté de relever. Finalement, un défi aussi simple à formuler que délicat à négocier, celui de faire place, ça a été dit aussi précédemment, pour véritablement faire parc. C'est un petit peu aussi le combat de nous paysagistes. Et dans un territoire soumis à une forte pression foncière, et alors que de nombreux projets immobiliers en diffus grignotent peu à peu les collines marseillaises entourant le petit séminaire, on a arpenté tout le territoire, on est allé repérer tous les permis de construire affichés le long de la route. Donc voilà, ça déjà donne une image. On a pris le parti de transcender la commande initiale de Coulée Verte en un véritable parc de 6 hectares. Parc de quartier, bien sûr, mais à cette échelle, on est vraiment dans le parc métropolitain. Alors, ce parc, il n'est pas né d'un geste isolé, mais d'un travail opportuniste mené au fil des dialogues, des arpentages terrain, sous le soleil, sous le Mistral souvent, et des échanges évidemment très riches avec le dialogue avec le jury citoyen. Je ne sais pas pourquoi.
Je n'arrive pas à avancer. Plutôt dirigé vers le haut, il me semble. Non, peut-être pas Voilà. ce haut-là, mais ce haut-là. Et donc en sacralisant le fond de Talweg, en repoussant la voirie, en préemptant toutes les surlargeurs viaires, toutes les opportunités foncières, le projet a peu à peu, au fil des dialogues, repoussé dans ses retranchements l'espace strictement fonctionnel pour faire émerger le 5e plus grand parc de Marseille, juste derrière le parc de Longchamp. Et dans un quartier marqué par la démolition récente, d'aucuns diront traumatisante, un des 2/3 de la cité d'origine, ce projet métamorphose la rupture en legs durable, un ample espace d'accueil du vivant, une grande pièce de paysage, continue et surtout peu fragmentée, ça a été le travail qu'on a fait pendant tous ces mois, capable de retisser évidemment des liens sociaux, écologiques et culturels. Et très vite, la commande paysagère, formulée par Quartier de Demain, est devenue localement une commande urbanistique. Il fallait faire parc, mais il fallait aussi reconstruire les 150 logements à peu près perdus. Et rappelons qu'à l'origine, la cité de transit du Petit Séminaire a été posée dans l'urgence, sans fondation, et les espaces ouverts d'accompagnement dessinés par l'architecte Georges Candilis n'ont été que partiellement réalisés. Et donc notre projet déploie en quai les immeubles réhabilités, les nouvelles constructions et redéfinissent ainsi ce commun de nature au cœur des 12e et 13e arrondissements de Marseille. Mais si nous avons tant insisté, je réessaye. Si nous avons tant insisté pour donner une taille critique à ce parc, c'est aussi et surtout pour réconcilier le site avec sa géographie bafouée, car au fond du vallon de la Morelle, le Talweg libéré retrouve ici sa vocation de gaudre. En provençal, c'est la rivière sèche qui régule les orages provençaux, qui ont vraiment une allure d'événements cévenols. Et évidemment, les récents événements pluviométriques marseillais illustrent une nouvelle fois l'accélération de ces phénomènes sous l'effet du changement climatique. Et ce dispositif, il protège un bassin versant de plus d'1 km². Autrement dit, il permet de réduire la vulnérabilité d'un territoire de près de 15 000 habitants. Et territoire qui continue évidemment de s'imperméabiliser à un rythme soutenu. Et dans ce secteur de densification urbaine, ce grand parc, ça devient un vrai support de résurgence écologique, accueillant une biodiversité systémique, évidemment, tout en offrant des aménités de plein air qui aujourd'hui sont évidemment manquantes et dans le quartier, et surtout ce bassin versant, ces 15 000 habitants concernés. Et ce qui nous a semblé aussi important, c'est de puiser finalement dans les logiques pastorales, dans le déjà-là social, paysager, historiquement agricole, et de proposer cette partition vernaculaire, ouverte à l'aléatoire, à l'expérience et à la surprise. Nous avons proposé finalement un laboratoire d'une gestion rurale de la ville, un modèle d'urbanité qui se réinvente, surtout avant et surtout après le vivant. Merci beaucoup. Merci à vous. La gestion rurale de la ville. Marion Talagrand, vous êtes la lauréate de ce site. Vous avez travaillé, en tout cas c'est ce que vous racontez dans le manifeste, comme des enquêteurs, et vous avez cherché toutes les traces qui pouvaient d'abord vous indiquer l'histoire et l'identité de ce lieu. Merci. Bonjour à tous. Je vais dire quelques mots sur la démarche et puis sur le projet et également des réflexions qui nous sont venues et que nous avons développées dans le manifeste. Au petit séminaire, la question qui était posée pour nous, c'était de reprendre le fil d'une histoire parce qu'on est encore sous le coup de cette démolition et puis aussi parce que c'est un espace qui a été mis en réserve pour une hypothétique infrastructure qui n'aura pas vu le jour. Et pour reprendre le fil de cette histoire, essayer d'ouvrir des perspectives d'avenir, on est parti d'une hypothèse. Voilà, une hypothèse très simple qui est faire quartier autour d'un paysage renaissant. Poser une hypothèse, c'est aussi poser des questions ensuite qui deviennent très concrètes et qui pour nous sont une manière de se rassembler, d'enquêter et de le faire le plus collectivement possible et d'une manière ouverte.
Une première question, c'est tout simplement comment faire renaître un paysage ici, que nous estimons être une nécessité parce que c'est vraiment un territoire qui a été très très abîmé par des modes d'urbanisme à la découpe depuis quelques décennies. Seconde question, peut-être, comment ce paysage renaissant devient ressource pour évidemment faire face au climat de demain, et comment aussi ce paysage renaissant peut être source d'attachement, source de relations entre les personnes, entre les générations qui habitent ici. Il y a bien sûr d'autres questions. Voilà. Et donc, en effet, pour instruire, donner du corps, donner de la matière à cette hypothèse, nous nous sommes attachés vraiment à ce que le site pouvait présenter de précieux, d'intérêt, même aux petites choses, pensant que même dans les petites choses pouvaient se déployer ensuite des choses plus larges et des relations au contexte aussi beaucoup plus large de la ville de Marseille et du territoire. On s'est intéressé aux traces immatérielles et aux traces matérielles. Les traces immatérielles, ce sont les souvenirs, les mémoires des habitants, évidemment auxquels on a eu un accès très partiel dans le temps de ce dialogue, mais qui nous sont aussi venus des liens que nous avons pu nouer avec le Cerfise. Et essayer d'entrer dans cette profondeur de l'histoire, de la pensée du projet aussi. Et puis les traces matérielles qui ont été travaillées notamment autour d'un intérêt très précis sur les arbres, avec notre écologue et notre photographe. On a quelques planches ici de l'herbier que nous avons fait. Alors, cette question des traces, c'est aussi une manière de raconter une autre histoire pour ces quartiers, qui est importante pour nous parce qu'on l'a vu dans les images, la question de l'édification ou la question du peuplement de ces quartiers est souvent première, et celle de leur histoire naturelle, qui est plutôt l'histoire d'un effacement, est souvent très secondaire. Et pourtant, elle est aussi source de très grandes richesses, de très grands imaginaires et de possibilités d'avenir. Alors, très concrètement, pour ce qui est du projet, on a essayé d'orchestrer cette renaissance paysagère en mobilisant l'eau, en prenant appui sur ce patrimoine écorché, en nous inspirant évidemment des communautés végétales d'autres contrées méditerranéennes. Et à partir de ce dispositif très simple qu'on voit sur cette image, de petites digues et de baissières qui se déploient sur les 800 mètres linéaires de ce vallon et qui permettent cette régénération des sols, des milieux, et donc aussi une recréation de cycles de l'eau à ciel ouvert, et donc des bénéfices climatiques pour demain, ce que montre aussi cette image. Mais cette question de renaissance paysagère était aussi, en tout cas c'est comme ça qu'on souhaite le développer, comme une contribution aussi à une réappropriation par l'usage de ce vallon délaissé autour d'une vocation première qui précisément est le fait de concourir collectivement à ce renouveau de paysage, mais qui peut aller au-delà sur d'autres formes d'activité et pour lesquelles il y a aussi eu une réflexion sur les mobilisations d'acteurs possibles, proches et lointains, dans ce territoire. Et puis, bien sûr, je ne développerai pas, mais il y a une question qui est celle de la reconfiguration du tissu habité, du retournement de ces espaces cloisonnés sur ce lieu, sur ce parc, qui devient commun dans la ville. Pour terminer, je voulais simplement évoquer quelques réflexions qui nous sont venues au fil de ce travail sur les espaces publics que nous avons appelés à intensité variable. Une réflexion sur les espaces publics qui sont situés en périphérie de ville, comme celui du Petit Séminaire et comme ceux de beaucoup des quartiers de demain, dans des environnements qui sont très résidentiels, où il y a finalement une très faible intensité d'usage et où il est peut-être vain de vouloir trop d'intensité d'usage,
et aussi dans une perspective de dérèglement climatique. Et on a essayé de développer, de poser 2 vocations majeures qui sont celles de base environnementale et d'aire des solidarités. La base environnementale, c'est de par la générosité foncière qui est souvent présente ici dans ce genre de quartier issu des années de modernité urbaine, de par aussi la nature affleurante dont il a été question plusieurs fois, puisqu'on est sur une urbanisation récente, eh bien, il y a une ressource, évidemment, très forte de régénération au bénéfice du quartier, mais au bénéfice plus largement de la ville qui l'entoure. Et un second point qui a été développé, c'est cette notion d'aire de solidarité, c'est-à-dire que à partir de ces paysages, ces espaces publics, des formes d'usage peut-être un petit peu différentes de ce qu'on peut attendre dans d'autres quartiers de la ville, qui peuvent être animés par des fonctions commerçantes, par des équipements qui peuvent être générateurs de flux et de passages. Ici, au Petit Séminaire, on n'y passe vraiment que par hasard. Eh bien, d'avoir un développement d'activités qui soit lié à cet enjeu contemporain et de demain, du soin au paysage, de l'éducation à l'environnement, de la production nourricière aussi, et de toutes ces dimensions. Voilà donc, pour nous, à travers cette question de l'espace public, une manière de regarder les quartiers en les pensant, non pas à partir de ce qui leur manque, ce qui est souvent le fait générateur de la réflexion en politique de la ville, mais à partir de compétences spécifiques qu'ils ont et qui sont créatives pour les quartiers et aussi évidemment pour l'environnement plus large. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. La photo avec les élus.